qui laisse encore aujourd'hui des traces dans les cœurs et les mémoires. Les bombes tombaient du ciel sans arrêt. Les Allemands étaient constamment au-dessus de nos têtes. C'était vraiment ahurissant. L'armée allemande ne s'attendait pas à une guerre qui dure. Donc les Allemands vont systématiquement récupérer sur les zones, par exemple, qui ont été dévastées. Ces femmes-là, elles jouent un rôle tellement important. On est à l'époque pré-antibiotiques. On n'aurait jamais pensé voir des femmes piloter des bombardiers. Dans cette année, les femmes remplaçaient les hommes pour continuer l'industrie qui était très importante pour continuer la guerre. Qu'ils soient vétérans, historiens, ambassadeurs, enseignants, guides touristiques ou artistes, tous nos intervenants canadiens ou belges ont en commun leur intention et leur souci de perdurer la mémoire des victimes. Ils souhaitent qu'on se souvienne de la contribution du Canada durant les 2 guerres mondiales. En août 1914, le Canada se bat aux côtés des Alliés. Des Canadiens s'engagent volontairement au combat pour différentes raisons. Pour le goût de l'aventure, pour voir la France ou l'Angleterre, par patriotisme ou encore pour avoir un petit revenu. Beaucoup pensent alors que la guerre sera courte et sera terminée d'ici Noël 1914. Quels ont été les premiers Canadiens à prendre part, à être volontaires et à s'enrôler au début de la Première Guerre mondiale? Et ça, c'est la même chose pour des soldats australiens et néo-zélandais. Beaucoup de ces soldats étaient issus de l'immigration, donc des Britanniques qui ont immigré au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, et qui, pour certains, donc, ayant pris la nationalité du pays où ils arrivaient, avec le début de la guerre, ont voulu s'enrôler et être volontaires. Et ces premiers soldats, qui étaient devenus donc canadiens ou néo-zélandais ou australiens par exemple, ont été volontaires mais enrôlés dans des régiments britanniques. Ce qui fait qu'effectivement, au travers de ces régiments britanniques, il y a certainement des Canadiens qui ont été les premiers à combattre, mais dans des régiments britanniques, donc des fois ils sont difficilement décelables. On parle de centaines de milliers de Canadiens qui vont s'enrôler pendant la Première Guerre mondiale, qui viennent d'un bout à l'autre du pays, différents backgrounds, des fermiers, des travailleurs. On parle d'hommes qui s'enrôlent pour différentes raisons, certains pour le goût de l'aventure, certains beaucoup d'origine britannique ou enfants de Britanniques, donc qui sentent le besoin d'aller défendre la mère patrie. J'aimerais aussi mentionner qu'il y a plus de 2800 femmes canadiennes qui ont été outre-mer servir comme infirmières militaires. Donc ça aussi, c'était un moment marquant pour les femmes à ce moment-là. Je m'appelle Sidney Albert Cole et j'ai été dans l'aviation royale canadienne de 1941 à 1946. Tous mes amis voulaient aller à la guerre, alors j'y suis allé aussi, je suppose. Dès le début, ils nous ont envoyés en Colombie-Britannique. Par la suite, si je me souviens bien, je suis allé à une base américaine, en Alaska cette fois. Ils cherchaient des gens pour les aider, alors quelques-uns d'entre nous se sont portés volontaires pour aller, évidemment, à cette base en Alaska. J'y suis resté pendant 6 à 7 mois, si ma mémoire ne me trompe pas. Par la suite, nous sommes revenus en Colombie-Britannique, à Patricia Bay pour être très précis, et sur l'île, j'ai été là pendant 6 mois environ. Par la suite, oui, vous vous en doutez, on a été envoyé à Toronto par train, évidemment. Enfin, j'ai été déporté en Angleterre sur un bateau plutôt miteux, le Louis Pasteur. Écoutez, il était si rouillé que je pensais qu'il allait tomber en morceaux. Le voyage n'a pas été très, très facile. Lorsque nous sommes arrivés en Angleterre, les Allemands commençaient déjà à bombarder les ports. Nous nous sommes donc dirigés vers le sud de l'Angleterre et de là,
nous avons débarqué sur une plage en France. Les Allemands étaient constamment au-dessus de nos têtes avec leurs avions. Et je dis bien constamment. Ils nous bombardaient. Vraiment. Beaucoup. Mais ils n'ont jamais réussi à nous toucher. Par la suite, nous sommes allés en Hollande. On a passé un peu de temps là. J'ai d'ailleurs là aussi été vraiment bombardé à quelques reprises. Les bombes tombaient du ciel sans arrêt. Les Allemands étaient constamment au-dessus de nos têtes. C'était vraiment ahurissant et leurs avions plongeaient vers nous en essayant, bien sûr, de nous tirer dessus. Dans ces cas-là, tu peux rien faire. Tu restes là et t'espères qu'ils ne te toucheront pas. J'ai vu beaucoup de mes camarades se faire tuer devant mes yeux. J'ai tout simplement été très chanceux. Mon papa, en fait, il n'a pas beaucoup parlé de la guerre. Je crois que c'est partout. Tous les vétérans, ils n'aiment pas parler de la guerre. C'est parfois, ça sort. Mais il y avait quand même quelques petites pièces qui me frappent, comme mon papa m'a dit. Par exemple, quand il était à Evere, c'est tout près de Bruxelles, c'était un aéroport. Papa était avec les Spitfires. Et le 1er janvier, New Year's Day, les Allemands sont venus et ils ont tous bombardé tous les Spitfires. Et mon papa me raconte que tous les pilotes couraient pour être dans leur avion, pour partir avec l'avion tout de suite, et c'était trop tard. Et ça me frappait. Ça m'a frappé vraiment. Malgré les atrocités de la guerre, de nombreuses belles histoires d'amitié naissent et fleurissent entre les gens du Canada et de la Belgique. Mon ami se nommait Joe Tarasek. Je l'ai rencontré en France. Il était d'ailleurs aussi dans l'armée et il était un estafette. Il a d'ailleurs épousé ma sœur et il s'est joint, évidemment, à l'armée canadienne. On a eu vraiment du très bon temps ensemble. Entre Canadiens, vous savez, on était tous des amis. Lorsque tu es au campement et que tu attends, eh bien, tu fraternises. On écoutait la radio, vu qu'on n'avait pas la télévision, bien sûr. On écoutait la musique à la radio. Nous avions tous notre propre groupe, petit groupe si vous voulez, mais tous étaient Canadiens et tous nous dormions dans des tentes. Nous n'avons pas vraiment fraternisé avec les troupes alliées. Lorsque nous allions en Belgique, on se côtoyait, même chose en France, mais nous n'avions pas vraiment beaucoup de temps à fraterniser, il faut le dire, avec les autres alliés aussi. Les soldats devaient s'encourager et s'entraider. Après tout, ils étaient tous pris dans ce cauchemar. Moi, j'ai rencontré mon mari à la cimetière d'Adigem. Lui était dans le Air Force aussi. Il était venu en Belgique pour travailler au NATO, au SHIP. Et il voulait aller voir la cérémonie à la cimetière d'Adigem. Et puis il pleuvait. Et lui n'avait pas de parapluie. Et moi, j'avais un parapluie. Et voilà, c'est comme ça que c'est commencé. Et mon mari est venu ici, donc avec moi, au Canada. J'ai fait l'inverse comme mon papa. Oui. Ouais, vous avez inversé l'histoire. J'ai inversé l'histoire, oui. Grâce à l'intermédiaire des lettres et des télégrammes, les familles pouvaient rester en contact. La Première Guerre mondiale a commencé. Mes grands-parents vivaient ici, dans les environs, mais ils se sont partis pour la France dès que les Allemands sont arrivés. Et mon père était à ce moment déjà soldat dans l'armée belge. À un certain moment, une de mes tantes, la tante Marie, est partie après la guerre, la Première Guerre, au Canada. Et moi, quand j'étais petit, je recevais chaque année une carte de Noël et un paquet de Noël de cette tante au Canada. Je me demandais d'abord comment est-ce qu'elle mariait avec un Canadien ou comment est-ce qu'elle a rencontré ce Canadien pendant qu'elle vivait à 1000 km du front. Mon oncle canadien, qui s'appelait Charles
Walker, quand il avait 33 ans, en 1917, il s'est engagé dans le Canadian Foresters Corps. Il est venu en bateau jusqu'en Angleterre, à Liverpool. De Liverpool, ils sont allés à Sunnydale, où ils ont reçu une formation. Et puis de Sunnydale, en Angleterre, ils sont venus en France. Et lui, il était désigné pour le secteur de Bordeaux. Et donc, j'ai retrouvé qu'il faisait partie du 80e compagnie qui était stationnée à l'Esperon où ma tante vivait. Donc, c'est là qu'il m'a fait connaissance avec ma tante. Il est retourné au Canada et ma tante est en 1920. Elle a pris le bateau à Le Havre en France. Elle est partie pour Québec et pour marier avec son fiancé canadien. Quand j'étais petit, je n'ai jamais connu ma tante parce qu'elle était morte en 1955, mais j'étais tout petit et je n'ai jamais eu de contact humain avec elle. Mais vu que chaque année, elle m'envoyait une carte de Noël avec un paquet de Noël, ça c'était quelque chose de ma jeunesse. Mon papa était donc un vétéran de la Première Guerre mondiale et il n'aimait pas beaucoup de parler de cela parce qu'il a été blessé en 1914. Il a été dans un hôpital militaire en Angleterre pendant 4 mois et demi, encore 1 mois en France dans un hôpital militaire, et puis il a passé les 3 ans et demi du restant de la guerre dans les tranchées. Et il n'aimait pas beaucoup de parler de cela. Dans les tranchées, le quotidien des soldats, ce sont les rats, les poux et l'odeur des morts. Pendant des jours et des nuits, leurs habits et leurs chaussures sont complètement trempés par la pluie et salis par la boue. Ils devaient garder la force et le courage pour affronter les horreurs de la guerre, tout en sachant que la mort les guettait à chaque instant. C'est à la maison Talbot qu'ils pouvaient pour un court moment oublier un peu la guerre. La maison Talbot est située à Poperinghe, qui est une partie inoccupée de la Belgique durant la Première Guerre mondiale. La maison Talbot, c'était une maison pour accueillir les soldats qui avaient un peu de temps libre. Ils viennent ici pour lire un livre, pour faire une promenade dans le jardin. On ne peut pas dormir ici. Ici, à la maison Talbot, ils essayent de traiter tout le monde comme ils sont. Il n'y a pas de différence entre les officiers, les soldats, les commandants. Il n'y a pas de différence du tout. Mais il y a des règles que quand les officiers viennent ici, ils ont le droit de dormir ici et avec les draps sur les lits. Mais ils ont des petites excuses ici dans la maison Talbot de dire « Excusez-nous, mais les draps ne sont pas ici, ils sont à la buanderie ». Donc ça, c'était leur manière de faire comme tout le monde était égal et pas faire une différence entre les gens. Et ça, c'est encore quelque chose, on essaye toujours aujourd'hui de ne pas faire une différence entre les gens qui viennent ici. C'est à partir de décembre 1915 que la maison Talbot commence à accueillir tous les soldats sans faire de distinction, quel que soit leur grade. Donc, quand une personne entre la maison Talbot par le hall, c'est une tradition qu'on offre une tasse de thé parce que dans la guerre, c'était une tradition ici et les gens, c'est gratuit, mais les gens peuvent donner un peu de monnaie dans un petit box pour les donations. Comme dans la guerre, c'était la même chose parce que dans la guerre, ils laissent tomber beaucoup de petites tasses, des choses comme ça, donc ils ont besoin de petites donations et aujourd'hui c'est encore la même chose. Donc c'est une tradition de la passée qu'on utilise toujours. Les aumôniers Neville Talbot et Philip Tubby Clayton ouvrent un club où les soldats peuvent avoir une petite trêve de la guerre, ce cauchemar vivant. On y trouve un peu de réconfort, le temps de tout simplement prendre une tasse de thé, jouer une partie de cartes et se lier d'amitié. Le sentiment des soldats dans la maison Talbot, c'était un peu d'une vie normale. Quand ils viennent ici, on peut faire une promenade, ils peuvent lire un livre, ils
peut boire une tasse de thé. Il fait des amis aussi. Et c'était parfois très difficile parce qu'ils doivent mettre leur autographe dans le livre, mais ils ne savaient jamais s'ils vont revoir leurs nouveaux amis ou pas, ou s'ils veulent revenir un jour ici à la maison Talbot. Mais c'était aussi un moment d'espoir parce que c'était une vie normale pour un moment. Aujourd'hui, la maison Talbot continue d'accueillir ses visiteurs avec une bonne tasse de thé tous les jours. Elle reste un musée vivant où l'on peut y voir les souvenirs de la Grande Guerre. Traditionnellement, durant les conflits, les femmes qui restent à la maison deviennent les chefs de famille. Elles s'occupent de la nourriture, des médicaments et prennent soin des malades et des blessés. Plusieurs personnes d'influence prennent alors des initiatives. On a eu la grande chance d'avoir une influence énorme de notre troisième reine des Belges, la reine Élisabeth. La reine Élisabeth, pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, avait carrément transformé son palais royal en hôpital. Et elle était l'infirmière en chef. Donc ça veut dire qu'elle a inspiré beaucoup de femmes belges, entre autres de la noblesse, de venir l'aider. Parce que quand vous voyez des photos dans des reportages ou dans des livres, vous voyez qu'au chevet de ces soldats, vous voyez naturellement toujours des dames. Et donc la reine Élisabeth, notre troisième reine des Belges, a donné un exemple absolument énorme. Les hommes étant partis se battre aux côtés des Alliés, ce sont les femmes qui doivent assurer la survie des familles. Elles remplacent alors les hommes en préparant des munitions dans les usines. Une chose très importante dans la Première Guerre et peut-être pas si importante dans le Canada, mais surtout dans la Grande-Bretagne, est le rôle des femmes. Parce que beaucoup des hommes étaient venus sur le front. Les industries avaient un grand manque de travailleurs. Et dans cette année, les femmes remplaçaient les hommes pour continuer l'industrie qui était très importante pour continuer la guerre. Parce que sans industrie, on n'avait pas de fusils, pas de balles, pas de chars. Donc ça c'était une chose très importante. On avait les femmes qui restent à la maison et travaillaient dans l'industrie. On a aussi un nombre de femmes qui sont venues en Flandre et en France, aussi des infirmières. On avait un nombre d'infirmières dans les hôpitaux derrière la fronde. Donc on avait un nombre ici. Si on se situe dans la zone occupée par les Allemands, qui sera presque parallèle, si on fait un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, on sera effectivement sur des populations qui sont soumises, puisqu'ils sont occupés, où tout est réglementé par l'armée allemande. Et les femmes devaient faire vivre aussi leur famille et trouver des petits moyens de se faire rétribuer. Et comme à la Deuxième Guerre mondiale, ces petits moyens, c'était quoi? On lavait du linge de soldats, des choses comme ça. Ça s'est fait durant les deux guerres. C'était effectivement pas bien vu, mais bon, est-ce qu'à ces temps-là, la vie, il fallait vivre, il fallait se nourrir, il fallait acheter. Par contre, si on passe de l'autre côté, effectivement, les femmes à la guerre, bien sûr, elles n'étaient pas au front. Durant la Première Guerre, on a demandé et utilisé les femmes pour remplacer les emplois que les hommes avaient laissés du fait qu'ils étaient partis au front. Ça veut dire que ce soit à la Première Guerre où les pays étaient essentiellement avec beaucoup d'agriculture, c'est les femmes qui ont pris le relais dans l'agriculture, mais aussi les femmes ont pris le relais dans les usines, et notamment dans les usines d'armement, où on a vu les femmes effectivement à la fabrication d'armes, à la fabrication d'obus, à la fabrication de tous les matériaux, et même aussi dans d'autres usines, que ce soit dans des rubanneries, dans des tissages. Effectivement, les femmes prenaient le dessus en nombre et étaient majoritaires dans toutes les usines, dans toute la fabrication. Les femmes apprennent sur le terrain le métier d'infirmière et doivent rester avec les patients avant et après l'intervention des médecins. Les infirmières s'occupent courageusement des malades, souvent dans des états déplorables. Elles travaillent sans arrêt. Elles sont également les confidentes des soldats
et elles ont une présence réconfortante jusqu'à leur dernier souffle. Les femmes dans la Première Guerre mondiale, celles qui veulent servir outre-mer, c'est des infirmières militaires. Donc on parle d'environ 2800 femmes canadiennes qui ont eu l'occasion de s'enrôler, de servir comme infirmières militaires. C'est quand même considérable parce que 15 ans auparavant, il y avait eu 12 infirmières canadiennes qui avaient servi dans la guerre d'Afrique du Sud. Donc, c'est un moment marquant là, pour les soins infirmiers militaires. Puis ces femmes-là, elles jouent un rôle tellement important. On est à l'époque pré-antibiotiques. Donc, les soldats arrivent dans les hôpitaux avec des blessures infectées. Donc, les médecins font de leur mieux pour les opérer, mais c'est vraiment les infirmières qui font les soins post-opératoires, qui prennent soin d'eux. Donc, il ne faut pas oublier le sacrifice de ces femmes-là aussi. Les rôles des femmes, c'est vrai qu'au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, ça ressemble quand même au rôle qu'ils avaient lors de la Première Guerre mondiale. On leur a donné encore plus de possibilités. Je veux dire, par exemple, on n'aurait jamais pensé voir des femmes piloter des bombardiers, des usines de fabrication pour les ramener par exemple sur les aéroports, sur les aérodromes en Grande-Bretagne. Et pourtant, la majorité, ça a été des femmes qui ont piloté ces avions. Ça aurait été impensable avant la guerre, ça aurait été impensable de mettre des femmes, je veux dire, pilotes d'avions ou pilotes de bombardiers. C'est un exemple qui a fait qu'effectivement, les femmes ont eu énormément de rôles et de rôles qu'ils n'auraient jamais pu espérer si la guerre n'avait pas été là. Cependant, ces rôles temporaires que les femmes occupent lors des deux guerres n'ébranlent pas le système patriarcal bien enraciné. Et les femmes, au lendemain de la guerre, doivent retourner à leur rôle traditionnel. Le conflit dure plus longtemps que prévu et aussi bien dans les deux camps, ils doivent se réorganiser. Les Alliés ont alors recours au rationnement, mais du côté des Allemands, c'est la réquisition et la récupération systématique. Ça, la récupération, durant la Première Guerre, c'est dû d'abord à la restriction. Du côté des zones occupées, on va très vite se rendre compte qu'on va être dans la restriction totale au niveau déjà de la population, déjà alimentaire. Ça veut dire qu'au niveau alimentaire, de façon générale, les zones occupées vont dépendre largement en gros de l'Amérique, via la Croix-Rouge, ce qu'on appelait les comités hispano-américains, qui vont alimenter et approvisionner les civils. Parce que tout sera rationné, l'aliment, le charbon pour se chauffer, tout. Et d'un autre côté, vous aurez l'armée allemande qui va réquisitionner et qui va récupérer le maximum. Ça veut dire, on peut considérer qu'à la fin de 1914, l'armée allemande ne s'attendait pas à une guerre qui dure et qui commence à durer et qui risque de durer longtemps, mais elle ne le sait pas encore à ce moment-là. Et déjà à ce moment-là, fin 1914, tout début 1915, l'Allemagne va décréter des règlements de récupération. Donc on va faire de la récupération, surtout les matériaux qu'on peut récupérer. Donc les Allemands vont systématiquement récupérer sur les zones par exemple qui ont été dévastées, les villes et les villages dévastés. On va récupérer tout ce qui est le zinc, tous les matériaux, cuivre, etc. Des maisons qui ont été démolies. Tout ça, ça sera chargé sur des trains et envoyé en Allemagne au titre de matières premières. L'armée allemande, à partir de 1915, commence à récupérer et au plus on avancera dans la guerre, au plus ils récupéreront. Ça veut dire qu'ils récupéreront même du matériel militaire des armées alliées qui transformeront pour redonner à leurs propres soldats. Et ce sera toutes les formes possibles, je veux dire, permettront justement à l'armée allemande de pouvoir récupérer et transformer les choses à leur profit pour alimenter leur armée qui sera de moins en moins pourvue et qui sera de plus en plus pauvre au plus on avancera dans le temps, et notamment en 1917 et 1918. Pendant la guerre, se développent plusieurs inventions et nouvelles technologies militaires. Beaucoup de gens disent qu'on ne faisait pas de progrès dans la Première Guerre mondiale, mais ça, ce n'était pas la vérité. Il était un développement constant de nouvelles armes, de nouvelles tactiques. Et quelques armes nouvelles étaient, par exemple, le gaz, où les Canadiens étaient mélangés dans la première attaque de gaz chlorine, ici, près de Langemarck, Saint-Julien. Les chars de combat,
c'était une invention britannique. Lancer au feu, aussi une invention allemande et beaucoup des autres inventions pendant la guerre. Aussi le développement de bunkers, par exemple. Bunkers dans le début de la guerre n'étaient pas très populaires, mais dans la deuxième moitié de la guerre, on a construit beaucoup de bunkers en concret, en béton. Une technique qui, après la guerre, est usée dans les bâtiments civils. Au fur et à mesure que le conflit avance, le corps canadien se modernise. L'utilisation des chars blindés, du tir indirect, du soutien aérien tactique et des techniques d'espionnage électronique par les forces canadiennes donne déjà une idée du tableau de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre, c'est pas gai. Et les gens oublient qu'on a fait 2 guerres mondiales déjà. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais, jamais, jamais la guerre. De retenir les leçons de ces événements et de ne pas se replier dans un discours qui fait trop la louange du patriotisme, du nationalisme, etc. C'est une voie assez dangereuse. On peut entrer dans une spirale assez dangereuse et au contraire, nous devons nous efforcer à promouvoir la collaboration entre nations. Je crois que c'est une évidence, le dialogue entre nations, ne pas partager le monde entre amis et ennemis, mais plutôt voir ce qui nous unit. C'est un message de paix qui me semble évident. Le souhait de nos intervenants canadiens ou belges, qu'ils soient vétérans, historiens, ambassadeurs, enseignants, guides touristiques ou artistes, est de rassembler les populations autour de la mémoire afin de rappeler ce que nos ancêtres ont vécu au prix de la paix et de la liberté. Les commémorations aspirent à un but pédagogique et éducatif auprès des futures générations afin que jamais les erreurs du passé ne soient répétées.